Bonsoir. Même derrière les masques, j'ai reconnu pas mal de gens qui étaient là l'année dernière. Vous êtes assez nombreux à avoir vu le film Un monde plus grand l'année dernière, me semble-t-il, oui. Ce film a très très bien marché d'ailleurs. Et nous avons... Merci. Bonjour, monsieur le président. Sébastien Follin qui est avec nous ce soir. Nous avons vraiment pour nous, c'est un très très grand plaisir d'accueillir Corinne Sombrin. Corinne qui va... vous allez voir, elle va faire sa conférence complètement toute seule. Corinne, vous savez apparemment qui elle est, sinon je pense que vous ne seriez peut-être pas là. Donc, qui a créé cet institut de recherche transsciences, et c'est tout. Hein, créatrice, fondatrice de l'Institut de recherche transsciences. Merci d'accueillir Madame Corinne Sombrin. Vous aurez un temps pour les questions après. Corinne, est-ce que c'est allumé? S'il vous plaît, mais il est vraiment impératif de ne pas filmer. Très, très important. Est-ce qu'on peut être tous d'accord sur le principe? Oui? Oui? C'est vraiment important, s'il vous plaît. Hein? Merci beaucoup. C'est un moment que j'aime particulièrement, ce moment où on prend contact, où on est dans le silence et on échange des informations dans l'invisible. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de collaboration avec le vivant. Mais cette collaboration, il ne faut pas oublier qu'elle commence par ce silence, cette mise à l'écoute, cette attention à l'autre. Alors, parler d'invisible, au début, il y a 20 ans, quand j'ai fait mon premier voyage en Mongolie pour la BBC, c'est quelque chose qui m'a particulièrement étonnée dans le rapport de ces gens à l'invisible. Pour eux, cet invisible était peuplé de plein d'esprits dont ils demandaient l'avis systématiquement. On ne prend pas une décision là-bas sans demander l'avis des esprits. Alors évidemment, bien occidental, ça m'étonnait. J'avais peut-être un sourire en coin un petit peu. Et puis, j'ai essayé de comprendre, d'accepter. Et on va voir à quel point, en fait, ces esprits, c'est leur interprétation des choses, mais on peut tout à fait comprendre ce que ça veut dire au travers de la pratique de la transe dont on va parler. Donc ce voyage en Mongolie, il était il y a 20 ans, hein, maintenant. J'ai pas un truc, ça. Voilà un chaman mongol tel que je l'ai vu il y a 20 ans. Vous voyez qu'ils ont un gros tambour, un costume, parce que le chaman là-bas est un lien entre le monde des humains et le monde des esprits. C'est-à-dire que grâce à la transe, il va faire un voyage dans ce monde des esprits pour poser des questions à ce monde des esprits, et des questions qui vont être utiles à la communauté. Donc en général, un consultant vient voir le chaman et pose une question. Et le chaman ne répond pas par lui-même, il va utiliser la transe pour accéder à ce monde des esprits. Là-bas, on vous dit que les esprits sont les garants du maintien de l'harmonie dans le monde. C'est pour ça qu'avant de faire quoi que ce soit, on va leur demander leur avis, parce qu'eux ont une vision beaucoup plus globale d'une situation, et que l'humain, lui, est plutôt égocentré. Et donc, on va demander aux esprits si, pour que cette récolte fonctionne bien, enfin d'abord, en Mongolie, il n'y a pas trop de récoltes, hein, mais c'est surtout pour l'élevage du bétail, pour qu'il soit en bonne santé. Il y a des tas de choses à respecter, des rituels à respecter, et le mot respect est vraiment au centre de tout là-bas. Donc, on va demander aux esprits quelle est la réponse à donner au consultant pour que la vie de la personne dans la communauté soit harmonieuse. Alors, ce rapport aux esprits, il est possible d'y accéder aussi quand on n'est pas chaman. Le chaman a la transe pour accéder à ce monde des esprits, pour poser des questions.
Et ils disent là-bas que tout le monde, tout humain, a une possibilité d'entendre le message que va nous donner les esprits, nous prévenir d'un danger, nous dire que ce qu'on est en train de faire, c'est dissonant et qu'il faut pas le faire. Donc c'est toujours la petite voix qui nous dit dans la tête, non, ça je devrais pas le faire. Et donc pour eux, c'est l'intuition qui est le langage vraiment qu'utilisent les esprits pour eux, pour vous prévenir d'un danger ou pour vous dire qu'il faut pas faire quelque chose. Voilà. Donc le chaman va jouer du tambour pour aller accéder à ce monde des esprits, et c'est la transe qui va lui permettre d'accéder à ça. Alors quand il joue du tambour pendant les cérémonies, personne n'entre en transe, il n'y a que le chaman qui est en transe, sauf ceux qui assistent à la cérémonie, qui par hasard seraient chaman. Et c'est comme ça qu'ils ont reconnu, parce que je suis partie en transe en écoutant ça, mais enfin je vais passer là-dessus, sont définis comme étant des chamans. Donc la proportion, c'est à peu près 1 sur 100 000. D'accord, ça va être important pour la suite. Donc en Mongolie, il y a une trentaine de chamans pour 3 millions d'habitants. Enfin, il y avait en 2001. Aujourd'hui, avec le tourisme chamanique, il y a énormément de faux chamans. Il y en a plus de 3000. Hein, voilà. Donc, mais la moyenne, c'est une trentaine de chamans pour 3 millions d'habitants. Donc j'ai vécu une transe en écoutant ce son de tambour. Et donc ils m'ont dit que j'étais chamane et que je devais suivre la formation. Je vais passer là-dessus parce qu'on a plein de choses à dire sur la suite de tout ça. Et je vais vous montrer une autre forme de transe, puisqu'on a dit qu'on allait parler de transe cognitive, qui est une transe qui est induite par la seule volonté. Donc il n'y a pas de costume, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de tambour. C'est la raison pour laquelle on l'appelle transe cognitive. Les capacités qui s'expriment pendant cette transe sont les mêmes, simplement le cadre n'est pas le même. Et donc par respect pour le chamanisme, on ne s'est pas permis de l'appeler transe chamanique. Donc vous allez voir que c'est assez différent, mais c'est quand même une relation aussi avec un environnement. Là, on ne va pas parler d'esprit de l'eau, parce que je vais faire des expériences avec le professeur Marc-Henri sur des ramequins d'eau, pour voir si j'arrive à obtenir des informations de ces eaux. Donc les Mongols vous diraient que je me mets à parler avec l'esprit de l'eau et que l'esprit de l'eau accepte de me parler aussi. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment une interaction possible entre les éléments et nous-mêmes. Et cette collaboration avec le vivant dont je vous parlais tout à l'heure, elle part déjà dans ces états-là. Elle est évidente, elle se manifeste de façon beaucoup plus grande que quand on est dans un état de conscience ordinaire, vous allez le voir. Alors évidemment, on ne peut pas dire et prouver que c'est l'eau qui me parle, mais c'est vraiment la sensation que j'ai dans cet état-là. Je me mets à faire, vous allez entendre des chants, vous allez entendre des langages que nous on appelle aujourd'hui proto-langage, qui est une forme peut-être de pré-langage, qui sont des informations pures, dont quand on les dit, on comprend le sens, mais si vous l'écoutez, il y a peu de chances pour que vous compreniez un sens. On ne peut pas faire de traduction littérale de tout ça. Il y a aussi des sons d'une longueur exceptionnelle qu'on n'est pas capable de faire dans un état de conscience ordinaire. Et surtout des sensations par rapport à l'eau, et l'idée de cette expérience qui est bien sûr qui n'a pas sa qualité d'expérience scientifique encore parce qu'on n'a pas fait le protocole comme il fallait, mais l'idée c'était de savoir, on s'est amusé en fait pour savoir si on percevait des informations qui étaient pertinentes d'où venait l'eau, ce qu'elle pouvait contenir, voilà. Donc vous allez voir cette forme de transe que vous allez voir, les sons sortent tout seuls, les langages sortent tout seuls, il n'y a rien de décidé. Et c'est ce qu'on appelle la transe, c'est-à-dire que comment on la définit, c'est simplement parce qu'on se met à faire des gestes, des sons qu'on n'a pas décidé de faire. Et c'est comme ça que les transeurs qu'on a formés depuis définissent qu'ils sont en transe. Corinne, oui. Ah oui, voilà, je dis. Corinne Sombrin, vous savez que nous sommes en même temps retransmis sur Facebook, je crois, là maintenant. Donc, les trans ne sont pas retransmises sur Facebook. Ils n'auront ni le son ni l'image. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ou le redire ? Parce qu'il y a des gens qui ont râlé, ceux de Internet qui râlent. Je comprends qu'ils râlent, mais ce sont des vidéos qui sont plutôt confidentielle. Je ne tiens pas à ce qu'elle circule sur Facebook. Vous verrez qu'il y en a plusieurs, dont celle d'un chercheur avec qui on travaille. On peut trouver la vidéo sur Internet, mais de là à la mettre sur Facebook, c'est quand même encore autre chose, et sur les réseaux sociaux. Donc on n'est pas prêt encore à ça, et je m'en excuse bien sûr pour les gens qui regardent la conférence sur Facebook. C'est comme ça, voilà.
Oui, c'est difficile parce qu'ils ne peuvent pas venir, on ne peut pas remplir la salle, et enfin voilà, c'est compliqué, hein. On peut refaire une autre conférence si vous Voilà, voulez, hein. c'est ça, c'est ça. En Mongolie, vous direz que les esprits ont de l'humour parce qu'on est dans une période de notre société où justement on travaille sur la collaboration, l'interaction, et puis on est tous masqués, quoi. Voilà, donc il vous dirait les esprits ont de l'humour. En dehors de la transe, on n'est plus capable de faire tout ça. Et ce qui montre bien qu'on est dans un état particulier où il n'y a pas d'inhibition, où il n'y a pas de self-jugement, où on est capable de faire des choses qu'on ne sait même pas qu'on sait faire. Voilà. Et ça, c'est le grand apprentissage intuitif de la transe, de cet état-là, qui nous montre à quel point on est performant et beaucoup plus qu'on ne pense. Alors, ah ben non, on ne la recommence pas, hein. Quels sont les effets principaux de la transe? Je vais m'accroupir, ce sera plus pratique. C'est une diminution de la perception de l'espace et du temps. Ce sont vraiment les bases. On ressent moins la douleur. On a plus de force que dans un état de conscience ordinaire. Un phénomène de dissociation, c'est-à-dire que tout d'un coup, on peut se transformer, on peut avoir l'impression d'être autre que ce qu'on est. Donc ça peut être un animal, un personnage, quelque chose qui a une voix différente, qui a des sensations différentes. On peut être une tortue, on peut être une araignée, on peut être un personnage qu'on ne connaît pas. Ça peut être une grand-mère, un grand-père, un jeune bébé, ça peut être plein de choses. Voilà. Alors, il y a des informations, les informations dont je vous parlais tout à l'heure, qui circulent dans l'invisible. On le sait tous qu'il y a plein d'informations qui circulent et que eux définissent comme étant le monde des esprits. Et la question, c'était bien sûr pourquoi. Parce que c'était bien joli qu'ils me disent que j'étais chamane, mais au départ, d'abord, ça m'a surprise. Et quand je suis rentrée en France, on m'a bien fait comprendre que oui, c'était surprenant et qu'il valait mieux consulter un psychiatre plutôt que vivre cet état de chamane. Voilà. Donc, j'ai eu envie de comprendre, j'ai eu envie d'aller rencontrer des chercheurs, parce que cet état, à force de le vivre, j'y suis restée là-bas, j'y suis allée pendant plusieurs années, à force de le vivre, je comprenais le potentiel que ça avait. Et je me disais, il n'est pas possible qu'il y ait seulement 1 sur 100 000 en Mongolie qui accède à la transe avec le son du tambour. Alors, je suis allée rencontrer des chercheurs. Ça a été Pierre Éthévenon, le docteur Pierre Éthévenon le premier, qui était un directeur de recherche à l'INSERM, qui a travaillé à Princeton et qui était un des premiers à avoir dit que la méditation modifiait le comportement du cerveau. Et c'était dans les années 70. Donc il était déjà très très en avance. À l'époque, la méditation, c'était plutôt considéré comme une secte, hein. Voilà. Donc il fallait surtout pas dire ce genre de mots, ni le mot, tu disais Caroline, ni le mot conscience. Dans certains festivals, il fallait vraiment faire attention. Donc lui, dans les années 70, il a dit, bon, voilà. Et puis il a accepté que je lui fasse une démonstration. Alors moi, je lui ai fait la démonstration avec ce que j'avais à l'époque, c'est-à-dire j'avais pas mis le costume quand même, mais j'avais mis le tambour. Je savais pas rentrer en transe autrement qu'avec le tambour. Il m'a dit oui, ça c'est intéressant, c'est quelque chose, c'est un vrai état modifié de conscience. En revanche, si vous voulez qu'on fasse une étude de votre cerveau, qu'on fasse un EEG de votre cerveau pendant la transe, il va falloir vous passer du tambour parce que c'est pas compatible avec les conditions techniques d'enregistrement d'un électroencéphalogramme. Vous savez, pour ceux qui l'ont passé, il faut faire le moins possible de gestes, de façon à ne pas faire d'artefacts musculaires. Donc, ils sont les tracés des muscles plutôt que celui de l'activité cérébrale liée à la transe. Alors, il m'a dit, il va falloir vous passer du tambour. Et 2, il va falloir aussi essayer de bouger un petit peu moins. Parce que les méditants, c'est facile, ils ne bougent pas. Hein. Mais Coco, je sautais plutôt dans tous les sens. Et donc un chaman, ça bouge. Et donc le deal était là. Il fallait que je trouve le moyen d'induire la transe par la seule volonté. Alors j'avais vraiment aucune idée de la façon dont j'allais m'y prendre. Donc j'avais pas le droit à mettre un casque non plus parce qu'il y avait le casque que j'ai et c'était pas compatible non plus. Donc il fallait vraiment que je me débrouille pour induire la transe par la volonté. J'ai fini par y arriver en reproduisant les gestes que le son du tambour produisait sur moi en Mongolie. C'est-à-dire j'ai commencé par trembler comme ça et puis j'avais le nez qui faisait un truc comme ça très vite.
Voilà. Et donc en reproduisant ces gestes, ça c'est en 2007, j'avais commencé en 2001, donc ça faisait déjà 6 ans que je pratiquais la transe. Et donc ces gestes ont réussi à me faire retrouver l'état de transe. Et j'ai été petit à petit capable de le maîtriser suffisamment pour pas trop bouger. Donc ce qui montrait déjà que c'était un apprentissage et qu'on pouvait modeler la transe en fonction du contexte. Alors ça a été validé. Pierre Etervenon m'a dit bon, ben, je vous mets en contact avec un chercheur à Edmonton, au Canada, que voilà. Donc c'est le professeur Florent Ry, qui était le directeur du service de psychiatrie adulte. Bah oui, c'était un hôpital psychiatrique. Hein. Et donc il a décidé de me faire des tests, donc EEG au repos, c'est-à-dire que mon cerveau, j'avais rien à faire, et pendant la transe. Voilà. Et les premiers résultats ont montré qu'effectivement, pendant la transe, il y avait une modification du fonctionnement cérébral, ce dont on doutait bien sûr à l'époque, puisque les anthropologues en étaient encore à dire que la transe était une simulation, que c'était un phénomène culturel, c'était en aucun cas un phénomène cognitif, donc que les chamans bougeaient, mais c'était une théâtralisation, ce qui est juste aussi, hein, c'est juste aussi. Mais pour moi, je voyais vraiment qu'il y avait aussi un effet cognitif qui était évident, qui me mettait dans un état que je ne connaissais pas jusque-là. Et donc, les premiers résultats ont montré, là où vous voyez les flèches, qu'il y a une augmentation de puissance et d'activité du cerveau par rapport à un groupe contrôle que vous voyez à droite. À l'endroit où vous avez les flèches. Donc il y a une modification importante du fonctionnement du cerveau dans ces zones-là. Et donc évidemment la peur de Pierre Florent Ry, ça a été quand il a fait une comparaison avec un groupe contrôle de patients qui souffraient de manie, schizophrénie et dépression. Et en comparant les tracés EEG à ces 3 populations-là, il a trouvé qu'il y avait des similitudes, essentiellement dans les zones de fréquence bêta. Et là, il m'a appelé, quand il a découvert ça, il m'a dit « non, tu vas arrêter la transe tout de suite, parce que qu'est-ce qui me dit que ton cerveau ne va pas rester bloqué dans ces zones de stress violent ?» Pour lui, c'était une psychose généralisée dans ce qu'il voyait sur le cerveau pendant la transe. Hors transe, il a déterminé que j'avais un cerveau sain, donc c'était bien. Mais pendant la transe, pour lui, c'était la catastrophe. Donc il faut bien dire que personne ne connaissait ces états, personne ne les avait étudiés jusque-là, et que lui, il avait un regard de médecin, de psychiatre, et qu'il a mis les précautions qu'il fallait pour me mettre en sécurité, en quelque sorte. Bon, sauf que je devais retourner en Mongolie quelque temps après, et que quand j'ai expliqué à la chamane que je ne voulais pas faire de transe parce que j'allais rester bloquée, elle s'est un peu moquée de moi. Voilà. Et donc je me suis fait engueuler. Mais j'avais quand même vachement la trouille de revivre une transe parce qu'il m'avait dit ça c'est dangereux, tu vas rester bloqué, bon, bref. Et donc j'ai revécu des transes et puis elle m'avait dit mais de toute façon le danger il est surtout au début pour les débutants. Et effectivement il y a un danger au début quand on fait les premières transes de pas revenir de la transe. Et c'est ce qui m'était arrivé la première fois où j'étais restée pendant 2 heures dans cet état de loup. J'avais l'impression d'être un loup, de plein de choses. Enfin, voilà, je faisais plein de trucs et je revenais pas. Et c'est le chaman qui, en étant lui-même en transe, m'a aidé à revenir. Et il m'a dit, j'ai mis 2 heures à te ramener, ton âme était partie, tu as failli mourir, enfin tout ça, il a dit ça. Et donc la chamane m'a confirmé là qu'effectivement le danger, il était lors de la première transe, deuxième transe, et que s'il n'y avait pas quelqu'un de compétent pour l'accompagner, il y avait un danger de rester bloqué. Voilà, donc en fait ce qu'on retrouve là et ce que disait le professeur Florent Ry, c'était pas faux. Il y a vraiment un danger. En revanche, la chamane m'a dit maintenant que tu es entraîné, tu risques plus rien. Voilà. Et elle avait raison, hein. J'ai repris les trans et il s'est rien passé. Donc 10 ans après cette expérience, donc en 2017, l'étude a enfin été publiée dans une revue scientifique. Vous pouvez le trouver sur Internet. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'entre-temps, nous, on avait avancé sur la connaissance de ce phénomène et que le professeur Florent Ry a tenu compte de nos avancées et les recherches ont évolué aussi 10 ans après. Et il est arrivé à la conclusion que non seulement ce n'était pas un état pathologique, mais que c'était probablement un des futurs outils de la psychiatrie. Ce qui était quand même énorme.
Voilà la conclusion de l'article. Et Corinne? Oui, ça dit en gros que c'est ce que je viens de dire, hein, qu'il va falloir dépathologiser la transe et que il y a dans cet état-là probablement des recherches à faire et des découvertes qu'on va faire dans l'utilisation de ces états pour la psychiatrie. Alors fort de ça, évidemment, moi j'étais certaine que la transe, si c'était un potentiel du cerveau, il n'y avait pas de raison qu'il y ait si peu de chamans ou de gens qui accèdent à la transe, bien qu'il y ait des gens qui accèdent spontanément à la transe aussi, hein. Il y en a peut-être parmi vous. Donc je me disais, c'est pas possible, 1 sur 100 000, c'est pas possible. Donc il y a deux solutions, ou les chamans ont un cerveau spécial, ce que cette étude venait d'invalider, puisque j'avais un cerveau normal, sauf pendant la transe. Ou alors le tambour n'était pas un stimulus suffisamment puissant pour déclencher une transe chez une majorité de gens. C'est-à-dire qu'il déclenchait une transe chez des gens qui avaient déjà développé ce potentiel. On ne sait pas pourquoi, hein, mais ce n'était pas suffisant. Donc je me suis plutôt attachée à cette deuxième possibilité. Et j'ai fait des recherches avec des scientifiques pour essayer de amplifier l'efficacité du son. Donc je dirai peut-être plus tard comment on s'y est pris. Mais le résultat a été testé sous forme de son électronique. Il n'y avait plus de son de tambour dedans. Sous forme de son électronique et de son de transe. À l'École nationale des beaux-arts de Nantes. Grâce à Léa Lebricomte, qui est à l'époque une artiste que je connaissais, qui connaissait mon travail, et qui m'avait invité à faire une conférence, un workshop avec les étudiants dont elle s'occupait de l'atelier à Nantes. Et elle m'a dit, les étudiants sont d'accord pour tester tes boucles de son. Ils sont OK, il y en avait une vingtaine. Et donc, vous... Ah ben non, ils ne sont pas là encore. Voilà. Donc, les voilà. Et donc on est en décembre 2015, vous avez vu, ça fait du temps depuis 2001. Hein. Donc en décembre 2015, pour la première fois, on a testé ces boucles de son. Et là, on a eu la surprise de voir que 80% partaient en transe. Voilà. Donc j'avais ma réponse, nous avions notre réponse. La transe était bien un phénomène cognitif qui était accessible à tous, ou quasiment. Et qui était un état qu'on pouvait donc étudier, qu'on pourrait avoir autant de sujets d'études qu'on voulait, et qu'après il restait à les former bien sûr. Donc on a fait des tests sur différentes populations, parce qu'évidemment les scientifiques ils ne se sont pas privés de me dire oui mais enfin les artistes ils connaissent les états modifiés de conscience, ils sont en transe tout le temps, hein, les artistes. Hein, je dis bon très bien, on va essayer sur vous alors, hein, puisque les sceptiques je les connais. Et donc on a essayé sur toutes sortes de populations, hein, et ça a été le même résultat. En améliorant ces outils, on est arrivé même à 90% de personnes qui accédaient à la transe. Sur les 10% restants, il y en a 5% qui arrivent un tout petit peu, c'est pas vraiment évident, et 5% qui n'arrivent pas du tout. Voilà, pour l'instant, avec ces outils, peut-être qu'en les améliorant, on arrivera à mieux. Mais voilà, donc on a continué aussi des tests avec des artistes, et je vais vous montrer quelques images de vidéos qu'on peut montrer sur Facebook. Ah, moi je veux me faire pardonner un peu quand même. Et donc c'est une artiste qu'on a formée à la transe avec Virginie Pfeiffer, qui est prof à l'École nationale des beaux-arts de Liège. Et alors au début, on leur apprend à transer d'abord, et après l'apprentissage, c'est d'arriver à transer en même temps qu'on dessine. Donc comme la transe fait faire beaucoup de mouvements, c'est très difficile de maîtriser les deux. Mais ce qui se passe systématiquement et qui s'est passé pas seulement chez les artistes, mais chez des gens de Sciences Po, chez des gens d'HEC, chez des chefs d'entreprise, chez des scientifiques, chez des médecins, c'est qu'ils se mettent à écrire des deux mains et à dessiner des deux mains. C'est-à-dire que le flot d'informations qui arrive à ce moment-là est tellement fort qu'ils ont tous l'envie de prendre les deux mains et d'y aller, pour retranscrire ce qu'ils sont en train de ressentir. Et là, vous allez voir cette artiste. Alors, elle ne maîtrise pas encore la transe, ce qui fait que le dessin, il n'est pas franchement académique, mais vous allez voir le processus déjà. Et vous voyez, là, elle dessine d'une main et elle écrit de l'autre.
Et c'est un phénomène qu'on a observé chez beaucoup de transeurs, de gens qu'on a formés à la transe. Alors, notre apport à tout ça, c'est que donc on savait que la transe pouvait s'induire par la seule volonté, qu'il était facile de la déclencher avec des sons, et qu'on pouvait apprendre aux gens à l'induire par la seule volonté. Aujourd'hui, on arrive en 4 jours à permettre à quelqu'un déjà de vivre la transe en une écoute ou 2 écoutes de ces boucles de son, et on leur apprend à auto-induire, c'est-à-dire à induire la transe par la seule volonté en 4 jours maximum. Et voilà encore une autre artiste. Alors elle, son envie, c'était d'arriver à représenter le mouvement. Elle est performeuse, danseuse, et c'est d'arriver à représenter le mouvement. Et vous voyez là, bon, c'est les premiers essais, c'est que vous avez vu comme l'autre artiste, c'est difficile. On fait ce qu'on peut parce qu'il y a les mains qui tremblent, on ne maîtrise pas les 2 états. Et vous allez voir ce qu'elle est arrivée à faire en transe, en ayant maîtrisé l'état, quelques jours après seulement. Et ça peut passer sur Facebook, ça? Oui. Voilà. Et elle était très émue d'avoir réussi à faire ça, parce que pour elle, elle avait réussi à faire ce qu'elle avait dans la tête, et qu'elle a réussi par cet état, grâce à cet état, à exprimer. Oui, tout ça peut encore aussi être sur Facebook, le prochain aussi. Là, ce sont des dessins de chercheurs, alors qu'on a formés dans le cadre du Mind and Life Institute, vous savez, qui travaille beaucoup sur la méditation. C'était en Allemagne, et des chercheurs qui travaillent beaucoup sur la méditation. Ils ont fait un test de transe, voilà. Et voilà les dessins qu'ils ont réussi à faire juste après la transe pour représenter ce qu'ils avaient ressenti pendant la transe. Et comme juste après la transe, 10 minutes, un quart d'heure, à eux, évidemment, on leur apprend pas, on leur impose pas de dessiner en transe. On utilise le temps juste après la transe, on sait que pendant 10 minutes encore, le cerveau, quand il n'est pas entraîné, il est encore un peu dans cet état. Donc on profite de ce moment-là pour qu'ils dessinent ce qu'ils ont représenté pendant la transe. Et ils étaient, vous les voyez là, ils étaient très très étonnés par ce qu'ils avaient été capables de faire. Ouais, celle-là, je la lancerai après. Donc c'est une vidéo qu'on n'a pas le droit de montrer sur Facebook. Enfin, j'aimerais pas encore. J'ai déjà eu du mal à montrer des choses que je faisais en transe. Maintenant, je peux les montrer en conférence, mais de là à passer à Facebook, c'est encore autre chose. Ça va venir. Et voilà, donc là, c'est une expérience qu'on a faite avec une artiste qui est Léa Lebricomte, celle qui m'avait invitée à Nantes. Et elle, son travail sur cette œuvre-là, c'était d'aller sur les lieux de bataille et de voir s'il en restait une mémoire invisible. Et si, moi, en transe, j'arrivais à capter quelque chose de cette mémoire. Donc là encore, on est dans la notion de collaboration avec le vivant, dans la notion d'interagir de façon bien plus amplifiée avec le vivant que quand on est dans notre état de conscience ordinaire. Donc vous allez voir qu'on est devant un bunker, à Verdun. C'est à Verdun. Elle m'a mis dans plusieurs lieux comme ça à Verdun. Il y a le garde forestier qui nous a emmenés dans des lieux. Celui-là, il venait juste d'être ouvert. Donc personne n'était passé là encore. Et ce que je ressens, vous allez voir, c'est pas compliqué à voir, ce que je ressens, c'est énormément de douleur. Vous allez voir sur mon visage, mais surtout j'ai l'impression que le lieu a besoin de crier, et ce lieu-là a besoin d'exprimer cette douleur. Et qu'en exprimant cette douleur, ça va peut-être réparer quelque chose. Donc c'est de ça dont on parle dans cette collaboration avec le vivant. C'est de dire que tout parle autour de nous. Les chamans appellent ça le monde des esprits, mais en fait, effectivement, tout parle autour de nous. Et là, ce lieu parle. Ce lieu me dit qu'il souffre, et j'exprime cette souffrance. Et après, il y a autre chose encore. Dans l'invisible, il y a un personnage qui est derrière moi. Et ce personnage, il est dissonant, il est vraiment dissonant. Et le travail que fait la transe, c'est qu'il faut pas chasser ce personnage, qu'il faut le transformer. On vous dit que, en fait, l'entité n'est pas néfaste en elle-même. Elle est chargée de ce dont on l'a chargée.
Voilà. Donc il y a toujours cette notion de respect qui est dans toutes les trans, qui s'impose. Tout ça, c'est vraiment un apprentissage, ça, un apprentissage intuitif. C'est-à-dire que je sais jamais comment, ce qui va se passer à un moment, là, pendant une transe. On ne sait pas ce que va nous dire l'environnement, ce que va nous dire, ce qu'on va ressentir, ce qui va se passer. Tout ça sort tout seul. Et donc c'est un véritable combat qui s'engage, mais un combat avec respect. Et la transe m'apprend que la seule façon finalement de transformer ce que je viens de voir, c'est de lui faire des grimaces et de rigoler. Voilà. Et la présence a disparu. Donc c'était un gros apprentissage pour moi aussi. Alors, on a évidemment essayé de comprendre les applications thérapeutiques de ça. Donc on a testé, on n'a pas commencé les études cliniques encore, il y en a une qui va commencer bientôt, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais l'idée c'était de commencer avec les gens qu'on avait sous la main, de voir si on les mettait en transe, si on leur apprenait à auto-induire la transe, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que ça avait une réponse favorable sur une pathologie? Donc, le professeur Francis Tollel, qui a créé l'Institut Transchance, qui est le président de l'Institut Transsciences, a eu un problème à un moment avec des métastases osseuses, un bassin partiellement paralysé. Et il m'explique que voilà, il n'a pas donné de nouvelles pendant quelques temps parce qu'il s'est passé tout ça et que il a beaucoup de mal à marcher. Et c'était après 2015, on avait mis en place ces outils et je lui ai proposé d'écouter ces sons, de voir s'il accédait à la transe, sans pouvoir lui dire ce qui allait se passer, on n'en savait rien, et de vivre ce qu'il y avait à vivre, si ça déclenchait une transe déjà, et de voir si ça avait un impact sur sa paralysie. Donc je vous montre la vidéo, donc on peut ne pas la montrer, on ne la montre pas celle-là non plus. Donc vous voyez, c'est la première écoute de ces sons, il a un casque. Il a le bassin qui est partiellement paralysé, vous allez voir. Et au début, on a l'impression que ses jambes bougent un peu de façon désordonnée. Et en fait, on a analysé les mouvements après et on s'est rendu compte qu'en fait, tous ces mouvements apparemment désordonnés étaient probablement ce qui permettait de débloquer l'endroit qui était paralysé. Donc ça n'a pas duré. En sortant de la transe, il était de nouveau paralysé. Mais il a appris très vite à auto-induire la transe, et donc il s'est entraîné. Il a vécu des transes, et à chaque fois qu'il vivait des transes, son corps se mettait à faire ça, son bassin se débloquait, et en sortant de la transe, il était bloqué. Donc il s'est dit, bon, lui il est directeur de recherche au CNRS, il s'est dit, bon, je vais observer, parce qu'on est toujours conscient, je ne sais pas si je l'ai dit, non, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on est vraiment conscient tout le temps de l'expérience. On voit son corps en train de faire des trucs qu'on n'a pas décidé de faire. Mais on est toujours là. Et on peut observer ce qui se passe. Simplement, notre travail, c'est de laisser observer, voilà, de ne pas intervenir, de ne pas bloquer un mouvement. Donc j'avais prévenu Francis et je lui ai dit, tu laisses faire vraiment ton corps, surtout tu n'interviens pas, on va voir ce qu'il fait. Et donc il avait pris l'habitude de ça et il s'est dit, je vais observer mes mouvements de jambes et puisque je suis conscient, je vais essayer de les mémoriser et je vais les refaire en sortant de la transe, puisqu'apparemment c'est un truc qui marche. Voilà. Donc il a réussi à les mémoriser, à les faire en sortant de la transe, et il a réussi à marcher assez rapidement. Et donc il a montré ces mouvements à son kiné qui s'occupait de la rééducation. Et le kiné, quand il a vu ces mouvements, il a dit, mais on ne les connaît pas ces mouvements. Nous, tout ce qu'on fait pour vous solliciter le bassin, c'est de mettre le bassin sur un ballon. Et c'est tout, mais il lui a dit, ils sont incroyables ces mouvements, comment vous les avez appris? Donc il a dit, j'ai réfléchi. Parce que vous avez compris, la transe, on ne peut pas trop en parler encore. Voilà, il a réfléchi beaucoup, voilà, et donc en quelques semaines, il a réussi à remarcher. Voilà, il y a eu pas mal d'exemples comme ça, je ne vais pas en montrer trop, mais qui sont prometteurs, mais qui ne sont pas encore des preuves. Voilà, donc nous, ça nous dit que ce serait intéressant dans le cadre de la rééducation. On a fait une expérience aussi sur une dame qui avait une maladie de Charcot. Donc ça ne veut pas dire que ça soigne la maladie, en tout cas, ça peut apporter une aide dans le processus. Alors, on a commencé à collaborer avec Steven Loreys au CHU de Liège, avec Audrey Van Oudenhuis et Olivia Gosseries en 2018. Ils nous ont ouvert les portes de leur laboratoire. Alors, Steven Loreys est un des grands spécialistes de l'étude des états modifiés de conscience.
Il a étudié la méditation avec Mathieu Ricard. Et là, on lui a porté voilà, une nouvelle forme d'état modifié de conscience qu'on pouvait induire par la seule volonté. Et donc, on pouvait mesurer avec des appareils de G, d'IRM, de PET scan, de simulation magnétique transcrânienne, tout ça. Et donc, ils m'ont fait faire plusieurs tests pour essayer de comprendre un petit peu ce que c'était que cet état et pour faire des comparaisons entre la méditation, l'hypnose et la transe qu'on appelle maintenant transe cognitive. Vous avez compris pourquoi. Donc ces collaborations, elles ont commencé en 2018. On commence seulement à avoir les résultats. Et non seulement on s'est arrêté à moi, on ne s'est pas arrêté à moi comme sujet, mais tous les transeurs qu'on a formés entre-temps, dont des chercheurs, des médecins et des artistes, ben, ils se sont prêtés à l'expérience de faire un protocole. Donc il y a eu 27 transeurs. Et c'est le premier protocole qui va démontrer que la transe est un potentiel cognitif, puisqu'ils ont tous des profils qui ne sont pas des profils de chaman, qui sont des profils d'occidentaux, ou pas d'occidentaux, peu importe, mais en tout cas de gens qui n'ont pas du tout travaillé dans ce domaine-là et qui développent ces capacités et qui font exactement la même chose que moi, enfin différents, hein, parce que chaque transe est différente, mais ils font des sons, ils font des gestes, ils font des choses. Il y a 2 collaboratrices qui sont là tout à l'heure, qui pourront vous en parler, et quand on va poser les questions. Donc un des résultats du premier protocole qui a été fait sur mon cerveau, voilà, montre. Là, vous voyez le cortex cérébral. Vous voyez que dans la bande de fréquence, c'est bêta. Vous voyez le cortex dans l'état de conscience ordinaire, le cortex, les connexions, elles sont hyper activées. Et pendant la transe, voilà. Donc déjà, ça montre au niveau du cortex cérébral qu'il y a vraiment une diminution de connectivité au niveau du cortex cérébral. Mais j'en dis pas trop parce que les études ne sont pas publiées encore, c'est que des résultats préliminaires, donc il faut rester prudent, et c'est ce qu'on tient à faire. Et voilà la cohorte des 27 transeurs. Donc ils ont tous été capables d'induire la transe par la seule volonté, de pouvoir maîtriser un peu, pas faire. Alors le protocole qu'on a mis en place quand même, parce que faire une transe c'est bouger. Donc pendant deux minutes, ils avaient l'autorisation de faire une transe comme ils voulaient, avec les sons, les chants, les machins. Et puis au bout de 2 minutes, de visualiser les gestes et les sons au lieu de les faire. Voilà. Sinon les EEG, l'IRM, tout ça, ça marche pas. Voilà, donc ils ont été capables de faire une expérience pendant 3-4 heures chacun, de raconter à chaque fois ce qu'ils avaient comme ressenti. Et donc les résultats, on les aura en 2021, ça a été fait en 2019. Donc il faut 2 ans à peu près pour analyser tous les résultats. Les data, vous imaginez, ce sont des EEG haute densité, il y a 256 électrodes. Donc chaque électrode a des informations multipliées par 27. Vous voyez ce que ça peut donner, hein, comme données. Donc, c'est quelque chose qui va être fait, dont on aura les résultats en 2021 et qu'on pourra vous présenter. La dernière chose, c'est on a eu la réponse il y a 2 jours d'un financement pour une étude qui a été acceptée sur la pratique de la transe en oncologie. Voilà, donc ça va être la première étude clinique. Non pas, on ne va pas dire que la transe guérit le cancer, on va dire que la perception, le stress, l'angoisse, la fatigue peuvent être diminués par la pratique de la transe. Donc il va y avoir transe et hypnose. Et donc c'est le premier protocole en étude clinique qui va être lancé au CHU de Liège. Voilà, on a formé toute une équipe aussi d'une clinique à Genève, qui est spécialisée dans les troubles de l'addiction, c'est la clinique Belmont, qui vont eux aussi, petit à petit, mettre en place des protocoles et nous donner des informations sur l'intérêt d'apprendre et de mettre des gens en transe sur une pathologie. Alors, pour terminer, évidemment, on parle toujours encore et encore de collaboration, hein. On sait que aujourd'hui, on est à un tournant important de notre société et que ces sociétés ancestrales, moi je leur reconnais ça, elles ont fait en sorte de faire de nous des êtres plus conscients. Et nous, on a fait en sorte de faire de nous des êtres plus savants. Et donc maintenant, je crois qu'il est temps vraiment de comprendre que cette intelligence perceptive qui nous relie, qui nous connecte à l'autre, qui nous permet d'en avoir des informations et de faire évoluer cette collaboration.
elle est vraiment importante et ça va être un des challenges, des défis des prochaines années. Ça va être de comprendre ça, qu'il faut commencer, par une amplification cognitive, parce qu'on parle beaucoup d'humain augmenté aujourd'hui. C'est très bien l'humain augmenté, mais si on n'augmente pas aussi nos propres capacités, nos capacités cognitives, ça va faire un truc un peu absurde. C'est-à-dire que l'intérêt d'augmenter ces capacités, c'est que ça nous donne un peu une boussole dans ce monde. Et si on n'a pas de boussole, le monde il va devenir encore plus absurde que ce qu'il est encore aujourd'hui. Donc il est très très important de développer ces capacités. Alors la méditation, l'hypnose, toutes les techniques qui sont à la disposition des gens aujourd'hui, vous l'avez compris, parce que plein de gens aujourd'hui demandent et pratiquent, développent la pratique de ces états modifiés de conscience. Donc c'est le respect, c'est l'autonomie qu'il va falloir travailler, parce qu'on est devenu complètement dépendant. C'est l'amplification cognitive. Et tout ça, bien sûr, parce que tout ça, ça redonne confiance quand même dans nos capacités. Quand on vit des choses comme ça, quand on collabore avec le vivant, quand on entend des messages, qu'on peut discuter avec un arbre en faisant une transe devant un arbre, c'est formidable. Et donc ça reconnecte à quelque chose qui manque aujourd'hui, qu'on a perdu, c'est la joie. Et tous les transeurs vous le diront, c'est la joie. C'est la joie. Je terminerai là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Corinne. Certaines personnes avaient été frustrées à la fin du film en disant « Ah, mais on voudrait savoir ce qui se passe après, en sciences, qu'est-ce qu'elle a fait après ?» Respect. Je reprends un mot important de ta conférence. Respect, respect. Oui. Je vais inviter mes deux des collaboratrices, qui est Frédéric Béranger, qui est psychologue, et Myriam, qui est consultante. À venir parler, parce qu'elle collabore à la mise en place, à la mise en œuvre de tout ça. Donc il y a beaucoup aujourd'hui de transeurs, mais elles sont là, elles sont venues, donc vous pourrez leur poser des questions aussi. On va prendre une chaise de plus. Du fait du protocole Covid, nous ne pouvons pas vous passer les micros, donc vous allez poser votre question quand vous en aurez très très fort pour que je puisse l'entendre ou que les bénévoles puissent les entendre. Et nous devons la répéter votre question dans le micro pour que ça soit enregistré sur la vidéo. On va y arriver. Est-ce que déjà, tout d'abord, Myriam et Frédéric, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Votre propre ressenti, qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Comment vous êtes-vous retrouvés dans cette aventure ? Enfin, je ne sais pas, quelques mots peut-être. Vous n'êtes pas là par hasard. Alors non, pas là par hasard du tout. Moi, j'ai eu la chance d'assister à une conférence de Corinne. Et à la fin de la conférence, je me suis dit, mais je suis atteinte, j'étais atteinte de Lyme. Et ça faisait à l'époque 7 ans que je me battais contre Lyme et que j'étais sous traitement. Et avec des traitements extrêmement forts, extrêmement lourds, extrêmement délétères. Et c'était la seule chose qui me permettait en fait de continuer à fonctionner normalement, ou à peu près. Et j'ai eu la chance donc d'apprendre la transe et de pouvoir l'auto-induire et d'avoir l'extrême surprise aussi de voir que la nuit, en dormant, quand les crises de Lyme se déclenchaient, la transe se déclenchait en parallèle. 1 an et demi plus tard, je commence vraiment depuis quelque temps à dire « j'étais atteinte de Lyme ». Donc je me considère comme plus malade, je pense que je peux dire ça. Je ne prends plus de traitement là où je ne pouvais arrêter mes traitements qui consistaient quand même en 3 antibiotiques plus 1 antiparasitaire en permanence et à des doses extrêmement élevées. Dès que j'arrêtais pendant 1 mois, je ne pouvais plus marcher. J'étais remplie de douleurs, j'avais énormément de symptômes et je ne pouvais plus travailler. Et aujourd'hui, je ne prends plus de médicaments. Merci.
Bon, moi, j'ai rencontré Corinne dans une conférence qui était plutôt orientée avec du public du business, des personnes qui sont dans les affaires. Et ça m'a beaucoup touchée, comme vous ce soir probablement. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose là à explorer davantage. Donc j'ai eu la chance de pouvoir participer à une formation, les fameux 4 jours dont parlait Corinne tout à l'heure. Et là, la découverte de la pratique de la transe, et pourtant j'avais fait énormément de choses avant, en développement personnel, en expérimentation diverses et variées. Mais là, la pratique de la transe m'a montré un niveau de profondeur qui m'a beaucoup surpris, qui m'a reconnecté très profondément à la joie dont tu parlais tout à l'heure, à une énergie, j'en ai déjà beaucoup, mais là c'était encore pire, à une réunification. On peut avoir une pratique de méditation qui va plutôt travailler sur certains plans, on va plutôt travailler sur le yoga ou d'autres choses, ça va être autre chose. On peut faire du développement personnel, ça va travailler bien sûr sur la psyché, et tout est censé faire du tout. Mais moi, je n'étais pas encore arrivée à le faire, à rassembler l'ensemble de ces explorations dans un tout unifié. Et la transe m'a apporté ça très certainement. Avec en plus, j'ai continué à faire le reste, hein, mais c'était une dimension de profondeur plus grande. Et c'est, au-delà de la pratique, c'est pour moi une sorte de chemin vers davantage d'authenticité, davantage de présence, un nouveau regard sur les choses. Ça change beaucoup, beaucoup de choses dans la vie, dans un sens que je cherchais. J'ai toujours été en quête, depuis que je suis née, je suis en quête permanente. Mais là, c'était une quête qui a d'abord trouvé des réponses, et puis des réponses concrètes pour la vie de tous les jours. Donc voilà, donc je suis vraiment touché par la puissance que ça a, frappé de voir à quel point dans les différentes formations, toutes les pratiques de trance sont différentes. Donc il n'y a pas la trance c'est ça, et c'est comme ça qu'il faut faire. Chaque personne va trouver sa propre pratique, mais c'est très puissant pour se transformer soi-même. Donc moi c'est plutôt ça qui... Et en disant se transformer soi-même, forcément ça a un impact sur tout notre environnement, parce que on n'est pas sur une île, hein, donc on est toujours en interaction. Et moi, je suis dans beaucoup de milieux très en relation avec beaucoup de personnes. Donc, ça change la qualité des relations, ça change les choses qu'on n'accepte plus. Moi, j'étais très adaptable. Ben, je suis peut-être un petit peu moins adaptable, mais pour un sens qui est plus profond, qui correspond mieux à qui je suis et à qui je vais pouvoir devenir encore. C'est un chemin. Voilà. Merci. Merci toutes les deux. J'aime beaucoup le terme utilisé par Corinne, transeur. Donc vous êtes des transeuses. C'est ça. Hein ? Et donc on utilise maintenant le terme transeur, transeuse, transé. Oui. C'est génial. Oui. Bah, c'est génial, je sais pas. Mais c'est plus facile. Voilà, c'est plus facile. Avant c'était difficile. Il fallait utiliser des tas de métaphores. À vous, normalement nous n'avons plus que 15 minutes pour vos questions. Vous savez que ça ne me dérange pas de glisser un petit peu. Merci, on a un sportif en plus. Mais vous pouvez aussi vous lever et poser votre question vraiment bien fort. Oui, madame. Ah, pardon. Attendez. La dame, elle disait les joies. Et je ne trouve aucune joie dans trance. Il n'y a pas de joie. Il y a des colères, il y a des émotions très négatives, mais il n'y a pas de joie. Madame parlait de la joie, et je ne trouve aucune joie dans ce que j'ai vu des trans. J'ai vu de la colère, etc. Mais je n'ai pas vu de joie. Ça va, Et oui, parce que je ne vous ai pas montré les bonnes. Vous avez raison.
Vous avez raison, mais la joie, elle est en soi surtout. Quand on a justement vécu tout ça, quand on a vécu cette relation avec notre environnement qui est vraiment amplifiée, quand on a reçu des leçons, je disais des arbres tout à l'heure, mais des animaux, de l'autre, qui nous apprend ce qu'il est, évidemment, ça crée beaucoup de joie. Voilà. Mais donc la joie, elle est vraiment à l'intérieur. Et il y a des trans qui sont rigolotes. Voilà. Notamment quand Frédéric se transforme en tortue. Ça donne beaucoup de joie aux autres. À moi, peut-être différemment. Mais non, c'est vrai que dans les trans, nous avons des trans qui sont vraiment très très joyeuses. Et puis hors trans, surtout, en fait, il y a quelque chose qui est tellement reconnecté, mais aussi parfois libéré, transformé en nous, que réellement on peut se reconnecter à quelque chose qui est une joie. Et d'autre part, je dirais, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la joie enfantine. La transe, elle libère quelque chose de l'enfant aussi en nous, et qui s'autorise de plus en plus, du coup, à être très libre en dehors aussi des trans, et à vivre les choses d'une manière très différente. Oui, puis je vous ai parlé de la position d'observateur qu'on prenait, c'est-à-dire que tout d'un coup on observe ce qui se passe et on n'est pas collé, on n'est pas scotché à ce qui se passe comme on l'est dans la vie de tous les jours où le jeu et le mental on pense que jeu c'est son mental. Et tout d'un coup là, on voit qu'il y a une autre intelligence qui est là et qui se met en œuvre et qu'on est en train d'observer. Et donc cette position d'observateur, elle déteint après dans nos vies où on a. Alors ça c'est ce que va provoquer la pratique de tous les états modifiés de conscience. Hein. C'est pas lié qu'à la transe. On trouve ça dans la méditation, dans l'hypnose, donc même dans les arts martiaux, dans le yoga, dans toutes ces formes où justement cette position d'observateur nous aide dans la vie à prendre de la distance par rapport à ce dans quoi on est normalement englué. Je relève juste le mot transformer. Hein, transformation, la formation trans. Donc madame avait une première question. Est-ce que la transe est légale? Et la connerie, c'est légal? Non mais c'est une bonne question. Alors la transe, si je la vis pour moi-même, comme je vis une méditation, je vis une hypnose, évidemment c'est légal. Je vis encore ce que je veux, bien que masqué, maintenant en transe masqué hein, quand même. Hein. Voilà, on est des transfert masqués. Mais évidemment, c'est légal. En revanche, si je suis un thérapeute, les thérapeutes qu'on est en train de former, qui sont uniquement des psychologues et des médecins, ceux-là n'ont pas le droit encore d'utiliser la transe dans le domaine d'une thérapie. C'est grâce aux études cliniques qu'on va mettre en place, que petit à petit, ça mettra en place. Et pour eux, il y aura 4 ans de formation pour être suffisamment à l'aise avec la transe, pour être capable de faire revenir un patient, d'aider un patient à revenir s'il a du mal à revenir d'une transe et à être susceptible de mettre un patient en transe. Mais tout ça n'est pas encore autorisé, on est bien d'accord. Voilà, ça passera par les études cliniques. Et donc uniquement accessible aux médecins ou psychologues? Pour le travail thérapeutique, oui. Et pas thérapeute? Non. D'accord. Pour l'instant, ben voilà. On peut pas... Bon, et d'accord. puis, non, mais et puis ce qui se passe pendant les trans est aussi parfois tellement puissant. Les remontées émotionnelles, enfin ça, la psychologue peut en parler, que on peut pas s'amuser avec ça. Vraiment, il faut être très très prudent et cette prudence, c'est vraiment notre principal garde-fou parce que on découvre tout ça et donc il faut l'utiliser avec beaucoup de prudence. Tu veux rajouter un mot? En effet, lors des trans, on peut revivre par exemple un trauma. On ne va pas le revivre de la même manière. L'émotion va être moins intense et puis surtout, en fait, il y a une transformation réellement de ce trauma lors de la transe et vraiment quelque chose à la fois de la mobilisation et du corps et du psychisme et je dirais, d'une véritable créativité dans la résolution du trauma qui va permettre de vraiment transformer ce trauma et d'arriver à autre chose. Maintenant, c'est pour ça aussi que, comme il peut y avoir aussi des levées d'amnésie, il peut y avoir des choses qui sont quand même extrêmement puissantes, extrêmement fortes, il vaut mieux que ce soit des personnes réellement avec la capacité et qui connaissent déjà ce travail thérapeutique de manière à pouvoir gérer ça.
Et puis, on pourrait avoir des dissociations importantes aussi, et qui, elles, pour le coup, pourraient révéler quelque chose peut-être d'une pathologie. Donc, il faut vraiment aussi, à la fois qu'il y ait toutes ces études, et à la fois que ce soit fait par des gens qui sont vraiment dûment formés. Vas-y. Oui, oui. Donc il y a une dame qui m'a demandé si une personne qui voudrait retrouver la santé, qui souffre de problèmes de santé, vers qui est-ce qu'elle pourrait se tourner pour découvrir le chamanisme et voir si celui-ci pourrait lui apporter des bienfaits. Alors là, on ne parle pas du chamanisme, nous. On parle vraiment de la transe comme outil cognitif et comme capacité cognitive qui va probablement amplifier les processus de guérison de chacun, mais on ne parle pas de chamanisme. Voilà, le chamanisme, c'est une culture. C'est pas parce que on sait dire une prière qu'on est curé. D'accord ? Donc c'est pas parce qu'on vit un état de transe qui est pratiqué dans le chamanisme qu'on est chaman. Et on n'irait pas dire à un Mongol, parce qu'il récite une prière, qu'il est curé. C'est ridicule. Hein ? Voilà. Donc nous, on a vraiment laissé cette partie culturelle aux gens dont c'est la culture. Et la pratique de la transe, c'est quelque chose qu'ils pratiquent et qu'on pratique aussi, et qui était là bien avant le chamanisme, puisque c'est un potentiel cognitif, c'était là bien avant que ces gens aient l'intelligence d'utiliser ça. Hein, vraiment, c'est quelque chose qu'on peut leur reconnaître, qu'ils ont eu l'intelligence de l'utiliser et de le transmettre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas perdu, parce que si c'était grâce à nous, on aurait perdu complètement tout ça, déjà. Donc ce serait dommage. Donc quelqu'un qui a une pathologie aujourd'hui, on ne pourrait pas encore lui apprendre la transe parce qu'on n'a pas encore les autorisations de traiter des pathologies, mais ça viendra. Les études cliniques qu'on est en train de mettre en place, elles vont peut-être faire leurs preuves et nous permettre un jour de dire à un patient, on peut, mais ça c'est les thérapeutes, c'est les médecins, les psychologues qui pourront décider, on peut essayer de vous mettre en transe pour voir si c'est pertinent, mais c'est le thérapeute qui saura, seulement lui qui saura s'il est pertinent d'apprendre la transe à la personne dans le cadre de sa pathologie. Il y a une dame là qui voudrait s'exprimer à haute voix. Excusez-moi. Traumatisant entre guillemets de voir c'est une force qui est beaucoup plus démonstratrice, c'est pas le mot, mais... Il faut que je dise dans le micro. Quel est le rôle du tambour? Parce que j'ai vu le film l'année dernière, et c'est une transe qui est beaucoup plus démonstratrice, ou démonstrative peut-être. Laquelle? Celle avec le tambour ou celle sans le tambour? Non, vous pouvez répondre. Laquelle? Oui, parce qu'on vous a demandé d'éviter le tambour pour pouvoir faire les EEG. Mais le tambour permet d'accéder à la transe, permet au chaman d'accéder à la transe, c'est tout. C'est une façon d'induire la transe, comme il existe plein de moyens d'induction de la transe aujourd'hui, enfin depuis la nuit des temps, comme la danse, les percussions, tout ça sont les psychotropes, l'ayahuasca, toutes ces choses-là permettent d'induire la transe. Mais l'état de transe lui-même, on peut y accéder juste par la volonté. On n'a pas besoin d'induction spécifique, c'est ce qu'on a démontré avec le travail de recherche qu'on a mis en place. Voilà. Mais le tambour est une façon d'induire la transe. Maintenant, toutes les personnes qui sont peut-être un peu comme nous des pratiquants de la transe, on n'a jamais de tambour, j'ai jamais eu de tambour chez moi et j'ai même jamais écouté le tambour à part le film et puis des vidéos. Donc c'est pas du tout ma culture, mais en revanche, ce que je trouve très puissant, c'est d'avoir sorti la transe des différents contextes chamaniques qui sont liés à une culture. Là, la Mongolie pour Corinne, mais ça aurait pu être les Indiens d'Amérique, l'Afrique, l'Amérique du Sud, de sortir cette transe et de la rendre accessible à des gens comme nous, moi je ne fais pas de tambour du tout, mais je peux me mettre en transe parce que j'ai été formée à ça. Et donc je vais accéder à tous les potentiels et aux bénéfices que donne la transe sans avoir besoin d'être dans un contexte culturel de quoi que ce soit. Je suis tout à fait dans mon quotidien habituel. Est-ce que vous... Absolument.
3 spectateurs de Facebook qui ont des questions à poser. Y a-t-il une différence entre l'état de transe et l'état d'hypnose ? Alors c'est ce qu'on est en train d'étudier, justement, d'ayant fait toutes ces recherches. Il y a des similitudes et des différences, bien sûr, donc qui seront publiées dans les mois qui suivent, pour donner au niveau du cerveau ce qui se passe pendant l'état de transe et pendant l'état d'hypnose. Comme avec la méditation, hein, il y a les comparaisons entre les trois états. Donc ils essaient d'établir une sorte de signature cérébrale qui va montrer des similitudes et des différences. Alors, il faut bien penser que ces états modifiés de conscience sont un continuum. Il n'y a pas un état spécifique de méditation, un état vraiment. Il n'y a pas d'arrêt sur image. Hein. Donc, une méditation peut emmener à une transe peut emmener à une méditation. Les études qui ont été faites sur moi, il y a une recherche en 2010 qui montrait que l'état de repos après une transe est un état d'ouverture de conscience qui était similaire au grand méditant. Voilà. Donc tout ça se mélange. Donc voilà, il faut arrêter de dire ça c'est de la méditation, ça c'est ce qu'on vous disait, ça c'est de la transe, ça c'est de l'hypnose. Tout ça, ce sont des parties du cerveau qui se mettent en résonance avec des parties qui sont inhibées, notamment le cortex préfrontal, avec une inhibition du cortex préfrontal au profit des zones plutôt limbiques centrale et voilà, donc tout ça fait un petit peu, moi je le compare toujours à une aurore boréale. Vous voyez, l'aurore boréale, elle bouge tout le temps. Et ben, tous nos états de conscience, toute la journée, on vit des états de conscience qui sont un peu différents. Ben, avec les états de conscience modifiés, on en vit aussi tous les jours. Hein. Ben, c'est la même chose. Vas-y. 1, 2. La question suivante, c'est la durée maximum et minimum des trans. Et quand vous faites l'amour, la durée maximum et minimum? Oh, je suis que le messager. Hein. Non, mais je sais. Voilà, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on décide pas. Ou alors on en a marre, on donne une claque à l'autre et on s'en va. Mais non, ça se décide pas. Donc ça peut durer, on apprend aux transeurs à faire des micro-trans. Qui peuvent durer 5-10 secondes. Voilà, ça c'est utile pour les artistes avant de faire une performance, ou c'est une espèce de réalignement qui leur permet de... Voilà, moi avant de commencer la conférence, j'ai fait une micro-trance là derrière, comme ça, juste pour être bien connecté à vous et profiter de ce moment. Voilà. Donc après, ça peut durer en transe auto-induite. Le maximum que j'ai pu voir, c'était 1h30 à peu près, voilà, 1h30, 2h. Voilà. Micro-trans, comme il existe des mini-méditations maintenant. Voilà, vous voyez qu'on ne peut pas dire. Retour à la base. Hein. Les micro-trans ou micro-méditations, c'est comme on retourne à la base un tout petit peu. Ouais. On va reprendre une question Facebook. Oui, alors la deuxième. Comment faire le lien entre la transe chamanique qui guérit le patient et la transe cognitive qui guérit la personne qui la pratique? Eh ben, je ne vois pas la différence, moi. Alors, la transe chamanique, déjà, la transe chamanique qui guérit le patient... Ah oui, d'accord, le chaman qui... Ah oui, d'accord, avec l'autre. Ben, d'abord, on n'a pas de preuve que la transe chamanique puisse guérir celui qui assiste à la transe. En Mongolie, par exemple, la notion de chaman, c'est pas d'être un guérisseur. Il va rétablir une harmonie qui a été rompue entre le monde des esprits et le monde des humains. C'est-à-dire qu'il y a une dissonance, que tout d'un coup, la personne a des problèmes. Et le rôle du chaman, c'est de trouver pourquoi elle a tous ces problèmes. Alors ça part toujours d'un manque de respect pour quelque chose. Hein. Et donc le rôle du chaman, c'est de dire, bon ben voilà, si tu as tant de problèmes, c'est qu'il y a eu un manque de respect, ou dans ta famille, ou dans le transgénérationnel, hein, et que ces problèmes sont toujours là parce qu'il n'y a pas eu de rituel qui a été fait pour ça. Voilà. Donc souvent, les chamans en Mongolie ne font pas une cérémonie pour guérir. D'ailleurs, on n'appelle pas ça une cérémonie de guérison. Et donc, il y a des confusions beaucoup aujourd'hui. En revanche, en Amazonie, ils ont toutes les plantes, ils ont tout ça. Là, il y a vraiment un processus de guérison qui va se mettre en place grâce à toute la pharmacopée qu'ils ont. Mais en Mongolie, ce n'est pas le cas. Alors, parmi les chamans, dont le tronc commun est de jouer du tambour pour aller poser des questions aux esprits et revenir avec une réponse, dans ce tronc commun, dans cet ensemble de chamans, certains vont avoir des capacités de guérisseurs, comme on l'a en Occident, hein, c'est pareil. Donc ils vont percevoir des choses et voilà.
On va Alors, prendre avec les dernières questions. avec la transcognitive, juste parce que je termine, avec la transcognitive, c'est la personne qui va elle-même vivre, produire les sons, produire les gestes, produire les images dont elle a besoin pour arriver à une transformation de la pathologie, mais ça ne veut pas dire qu'elle va guérir non plus, hein, on reste prudent avec ça. Hein. On va prendre la dernière question Facebook et puis encore une question de notre courageux escaladeur d'escalier. Dernière question Facebook. Peut-on obtenir les enregistrements des sons qui produisent la transe? Et si oui, comment se les procurer? Eh bien non. Non, évidemment, parce que vous avez vu que ça peut déclencher des transes qui sont très violentes. Si c'est des gens qui sont psychotiques un peu, qui ont des problèmes, qui écoutent ça, ils reviennent pas de la transe. Hein, ils vont, voilà. Et qui va les chercher après, hein? Voilà. Donc c'est vraiment des outils qui sont très puissants et ils peuvent être que accompagnés par des transeurs experts qui vont être capables d'aider les gens à revenir si jamais ils reviennent pas. Voilà. Donc Une question qui suit la première question. c'est ça, prendre les sons, c'est l'induction par la volonté, c'est je excusez-moi, décide. Corinne, il faut que je le Ah oui. dise dans le micro. Je vous laisse la parole après. Vous qui pratiquez, vous le pratiquez maintenant sans le son. Donc le son n'est pas forcément nécessaire. C'était ça la question. Continuez, Corinne. Mais... Oui. Donc elles ont appris avec les sons et ensuite elles n'en ont plus besoin. 4 jours. En 4 jours. C'est deux jours. Ensuite, on pratique nous-mêmes. Nous, c'était pendant un mois. Et ensuite, c'est 2 jours de complément. Mais pendant un mois, on est tout seul chez soi. Et puis, il faut se mettre en transe. Donc, on l'a appris pendant les 2 jours et on le fait après. Mais le maître mot dans cette pratique-là, c'est bien sûr qu'on travaille sur soi, mais en autonomie. Il n'y a pas quelqu'un qui nous fait quelque chose, ce n'est pas un soin sur nous, ce n'est pas un pouvoir sur nous, c'est d'apprendre un pouvoir, un potentiel qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, qui a été désactivé depuis des millénaires, ou je sais pas, des générations en tout cas, et qu'on va réactiver. Donc au début, c'est avec du son pour nous aider, évidemment. Mais après, dès qu'on a compris, ressenti, on peut y accéder par une sorte de concentration intérieure où on se remet dans le même état. Je dirais juste, est-ce que ça a été désactivé ou est-ce qu'on ne sait plus très bien comment l'utiliser? Alors, non, mais on sait que en fait, les enfants, les bébés, les enfants ont déjà tous ces possibilités. Quand il naît, un enfant a énormément de connexions synaptiques. C'est exubérant, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et au fur et à mesure de la construction du cortex préfrontal, parce que le bébé humain est le seul à naître avec un cerveau qui n'est pas terminé, qui est encore en formation. Donc, quand le cortex préfrontal du bébé va arriver, ça va créer d'autres, ça va éliminer certaines connexions synaptiques, et donc cette exubérance va se réduire en fonction des besoins et de l'évolution du bébé, de l'apprentissage, de plein de choses comme ça, jusqu'à voilà. Et on appelle ce passage la grande régression synaptique, qui se passe vers l'âge de 2-3 ans. Mais avant, on peut considérer que les enfants, ils sont exactement comme les... Ils sont en transe. Ils sont en transe. Ben voilà, sauf que c'est leur état de conscience ordinaire à eux. Voilà. Je suis absolument navrée. Non, je vois plein de mains et je ressens vos questions. Vous voyez, je ne suis pas en transe pour l'instant, mais c'est pas possible. On n'a plus le temps du tout parce que la salle doit être vide à 20h30. Pour le Covid, il faut une demi-heure entre le public, un certain public et le public suivant. Donc je vous remercie énormément. Mais oui, mais on vous aime beaucoup. Tu as une question brûlante. Une question générique. Il y a des personnes qui n'ont pas eu de réponse. Où est-ce qu'elles peuvent s'adresser pour obtenir des réponses, apprendre à se former à la transe ou découvrir la transe? Est-ce que vous avez un petit instant? Est-ce qu'on peut... Ouais. Donc pour l'instant, c'est pas possible parce qu'on a donné la priorité aux thérapeutes justement pour avancer sur ces trucs. Donc c'est pas possible pour l'instant. Mais vous allez sur le site de Transsciences, l'Institut Transsciences, Voilà. Page Contact, et vous faites une demande de formation. Et puis vous allez être classé dans un fichier. Dès qu'il y aura les possibilités de formation, à ce moment-là, on vous écrira dès que ce sera possible. Voilà.
Bon, et puis on revoit Corinne l'année prochaine au Festival Atmosphère. Ça Oui. me paraît franchement évident. Ou peut-être un autre film qui va prolonger le sujet. Merci énormément Corinne, vraiment. Merci beaucoup, c'était très très riche. Merci à vous tous et merci de votre souplesse. Je vous demande, si vous voulez bien, de vraiment quitter la salle assez rapidement, justement, pour respecter les conditions sanitaires. Et puis on se retrouve, il y a encore des tas de choses passionnantes. Il y a une autre conférence à 21h, il y a des films, etc. Et bon festival à tous et à toutes. Sébastien me rappelle, voudrait que je vous rappelle que demain soir, nous célébrons les 10 ans du Festival Atmosphère. Ouais, nous étions là la première année, Sébastien et moi. Et je peux vous dire qu'on est vraiment contents. Et c'est vraiment un bonheur de vous voir parce que vous êtes là. C'est ça qui est fantastique. Ça fait 10 ans que vous êtes là. Merci à vous. Et peut-être à demain soir alors.